Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un des sports nationaux d'Iran, c'est-à-dire l'attaque d'ambassade. En 1979, 52 représentants américains avaient été retenus en otage pendant 444 jours par des étudiants iraniens à l'intérieur de l'ambassade américaine. Mais au final, tout s'était terminé sans effusion de sang. Et d'ailleurs, le film Argo de et avec Ben Affleck relate de façon quelque peu romancée cette histoire. Malheureusement, toutes les attaques d'ambassade ne se terminent pas toujours bien. Parfois, ça se termine dans le sang. Et même carrément en carnage. Donc une nouvelle fois, je vais vous raconter une histoire qui m'a assez passionné, même si les sources sur le sujet ne sont pas nombreuses sur internet, et s'il n'y a pas non plus énormément d'illustrations. Par contre, vous risquez d'être assez surpris de l'issue finale de cette histoire. Ça, je vous le garantis. Allez, à tout de suite. Nous sommes en 1826 quand la guerre russo-persane éclate. Et là, il y en a sûrement certains d'entre vous qui doivent se dire « Mais qu'est-ce que les Perses viennent foutre là-dedans ?» En fait, à ce moment-là, on parle encore d'empire perse, qui n'est plus que l'ombre du puissant empire qu'il était jadis. C'est seulement en 1935 que le pays prendra officiellement aux yeux du monde le nom qu'on lui connaît aujourd'hui, c'est-à-dire Iran. Cependant, le nom Iran était déjà utilisé en Perse avant 1935. Ce sont donc les Perses qui lancent les hostilités en 1826, tout ça pour récupérer des terres situées dans l'actuel Caucase qu'ils avaient perdues lors d'une précédente guerre contre l'Empire russe, débutée en 1804. Au début, ça se passe plutôt bien pour les Perses, qui récupèrent pas mal de territoires. Mais par la suite, ça commence grandement à se compliquer face à une armée russe bien en place. Jusqu'à ce que finalement, en 1828, l'armée russe qui a récupéré tous les territoires perdus ne soit plus très loin de Téhéran. Ça semble donc plié pour les Perses, sauf qu'à cette période, les Grecs se rebellent contre l'Empire ottoman, qui n'avait d'ailleurs pas de très bonnes relations avec l'Empire russe. Et le tsar Nicolas Ier de Russie s'est dit que c'était sûrement le bon moment de soutenir les Grecs et d'attaquer l'Empire ottoman. Les Perses pensent alors que rien n'est joué, mais l'un des généraux russes va ordonner aux Perses de signer très vite un nouveau traité, comme quoi la Perse reconnaît que toutes les terres du Caucase pour lesquelles ils se battent sont bel et bien russes. Et va aussi imposer de nombreuses choses à l'Empire perse, comme par exemple un énorme dédommagement. Si jamais les Perses refusent, le général russe jure que son armée marchera sur Téhéran dans les 5 jours. Suite à cette demande quelque peu forcée et au risque de voir la capitale perse tomber, le fils héritier du Shah signe le traité. Et la guerre russo-persane s'achève avec une Perse grandement affaiblie, qui aura beaucoup perdu dans ce nouveau conflit contre les Russes, qui quant à eux vont pouvoir se concentrer sur les Turcs. Juste après le traité, un certain Alexander Griboïdov, auteur, compositeur et diplomate russe, prend ses fonctions d'ambassadeur à l'ambassade de Russie en Iran. Même si à ce moment, c'est pas le terme d'ambassadeur qui est utilisé, mais c'est tout comme. Et forcément, les relations entre Russes et Perses sont très tendues, d'une part à cause de la défaite, mais aussi à cause du traité, qui est considéré très humiliant par les Perses. Il y aurait d'ailleurs eu quelques moments de grande tension à Téhéran, entre certains représentants russes de l'ambassade et la population. Mais ce qui va mettre le feu aux poudres, c'est un homme, un Arménien, du nom de Markarian Mirza. Une grande partie des terres du Caucase qui ont été récupérées par les Russes sont composées essentiellement d'Arméniens, et beaucoup d'Arméniens s'étaient établis en Iran. Beaucoup souhaitaient rejoindre les terres du Caucase, et le Shah les y avait autorisés. Mais pas tous, dont Markarian Mirza, qui avait un poste très important auprès du Shah et de sa trésorerie, et il était hors de question qu'il rejoigne la Russie, avec de potentielles informations qu'il aurait pu transmettre aux Russes. Malgré tout, il va décider de partir avec un groupe d'Arméniens, direction l'ambassade de Russie, qu'il va réussir à rejoindre. Les autorités perses vont alors se rendre compte très vite qu'il a rejoint l'ambassade de Russie, et qu'il risque de divulguer des informations importantes à Griboïdov. Le Shah va donc dans un premier temps faire parvenir un message à l'ambassadeur, en lui demandant à ce qu'il livre tout de suite Markarian Mirza aux autorités perses. Et Griboïdov va tout simplement répondre « Non. Non, on le garde. » Sauf qu'il est juste hors de question pour les Perses que les Russes gardent Mirza. Ça, c'est pas possible. Et le problème pour les Perses, c'est qu'ils peuvent pas envoyer de soldats pour le récupérer, car attaquer une ambassade, c'est considéré comme un acte de guerre. Et ça, ils peuvent pas du tout se le permettre. Donc sur ordre du Shah, un stratagème va être mis en place. Les autorités perses vont aller dans plusieurs quartiers de la ville, pour exciter la population et attiser la haine anti-russe, qui était déjà bien présente à Téhéran, histoire qu'une bonne petite foule se masse devant l'ambassade russe et fasse peur à l'ambassadeur, pour qu'il livre enfin Mirza. Et ça va plutôt bien marcher,
car en à peine quelques heures, ce sont des milliers de Perses, bien énervés, qui se retrouvent devant l'ambassade de Russie. Et plus les heures passent, plus ils sont nombreux. On va même aller jusqu'à parler de dizaines de milliers de Perses en train d'hurler des slogans anti-russes devant l'ambassade. Mais malheureusement dans l'ambassade, même si on va commencer un peu à flipper, on va pas livrer Mirza, pensant que c'est juste de l'intimidation de la part des Perses, et à la base c'était bien le cas. Sauf que tout cirque va totalement échapper au contrôle des autorités perses, et ces milliers de fanatiques vont devenir absolument incontrôlables. Et là dans l'ambassade on va commencer à tout fortifier, et à organiser les défenses. Il y avait à ce moment-là environ 35 soldats cosaques pour protéger l'ambassade. Et les cosaques n'étaient pas vraiment connus pour être des tendres. D'ailleurs, on n'oubliera pas les attaques meurtrières de la garde impériale cosaque qui a harcelé la grande armée de Napoléon lors de son trait de Russie, et qui a fait de nombreux morts côté français. Imaginez un peu la tension qu'il devait y avoir dans l'ambassade, en voyant ces milliers, voire même ces dizaines de milliers de Perses, prêts à faire un carnage. Ça devait pas être très rassurant. Et c'est le matin du 11 février 1929 que tout va déraper. La foule incontrôlable réclame du sang russe, et va commencer à attaquer la porte principale, quand d'autres vont tenter de passer par les fenêtres, ou encore par le toit. Et ils vont réussir. Les Cosaques sont en position défensive dans l'ambassade. Quant aux représentants russes et autres civils, eux ils vont essayer de trouver les meilleures cachettes de l'ambassade. À la vue des premiers Perses, les Cosaques ouvrent le feu et tuent une dizaine d'assaillants, avant de devoir combattre au corps à corps, à 35, contre des milliers. Les Cosaques vont faire leur maximum, mais finiront par tomber, et seront les premiers à être massacrés. Une fois tous les Cosaques morts, les Perses vont complètement retourner l'ambassade, et massacrer tous les occupants qui s'y étaient cachés. Et quand je dis massacrer, ils vont véritablement les tailler en pièces, en faire du hachis parmentier. Je sais pas si c'est la meilleure image, mais bon. Quant au corps de Griboyedov, il le sort de l'ambassade et l'expose dans la ville. Peu de temps après, le Shah est informé du massacre, et là il va légèrement paniquer, car il sait très bien que le tsar russe Nicolas Ier va l'apprendre. Surtout que dans l'ambassade, il y a eu un chanceux côté russe. Un certain Ivan Maltsev, qui a su mieux se cacher que les autres, puisqu'ils ne l'ont pas trouvé. Franchement, mettez-vous à sa place 2 secondes, planqué je ne sais où dans l'ambassade, en train d'entendre les cris de ses collègues, se faire massacrer. Ça a dû être la partie de cache-cache la plus intense de l'histoire de l'humanité. J'espère que par la suite il s'est inscrit au championnat du monde de cache-cache, car il a dû faire une tuerie. Au niveau des résultats, j'entends. Bref, le Shah est conscient qu'il est très mal barré, et il va demander dans un premier temps à ce que la dépouille de Griboyedov soit retirée de l'endroit de la ville où elle est exposée. Ensuite, il va demander à son petit-fils de se rendre auprès du tsar Nicolas Ier, pour lui remettre une lettre d'excuse, accompagnée du diamant Shah, qui était considéré comme l'une des plus belles pierres précieuses de Perse. Et là, vous pensez sûrement que c'est un peu du foutage de gueule, au vu du massacre qui a eu lieu. Et vous auriez raison, sauf que le Shah il est pas débile, il va tenter un coup. Donc lorsque son petit-fils arrive devant Nicolas Ier, il lui donne la lettre, accompagnée du diamant, et attend sa réponse. Et le tsar accepte. Sans aucune contrepartie, ni aucune menace envers la Perse. Pourquoi ? Souvenez-vous, l'Empire russe avait déclaré la guerre à l'Empire ottoman. Et cette guerre, elle traîne un peu, même si les Russes dominent. Et le tsar Nicolas Ier, bien plus préoccupé par le conflit avec les Turcs, va totalement mettre de côté l'attaque de l'ambassade. Et le coup de poker tenté par le Shah a totalement fonctionné. Donc au final, les grands vainqueurs de ce massacre ont été les Perses, qui ont obtenu ce qu'ils désiraient, c'est-à-dire que Mirza ne livre aucune information aux Russes. Plus tard, le tsar Nicolas Ier reconnaîtra qu'il a laissé cet événement malheureux de Téhéran tomber dans l'oubli. Alors, que retenir de cette histoire ? Eh bien moi je dirais que parfois on peut commettre les pires horreurs et s'en sortir plutôt bien. Quant au diamant Shah, eh bien il est toujours, au moment où je fais cette vidéo, en Russie, et plus précisément au Kremlin, où il est fièrement exposé. Et enfin, pour ceux que ça intéresse, l'Empire russe sortira vainqueur de son conflit contre l'Empire ottoman. En fait, ça va faire un peu comme la guerre contre les Perses. Les troupes russes vont se rapprocher dangereusement de Constantinople, ce qui obligera le sultan à demander la paix. Et une nouvelle fois, les Russes accepteront un traité qui leur sera plutôt bénéfique. Bon ben voilà, j'espère que la première vraie vidéo de mon retour facecam vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un petit like et surtout à partager, comme d'habitude. Puis ben moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Allez, à plus!